fin des travaux du Forum économique ivoiro-marocain, forum marqué par la signature de plus de 24 accords dans le cadre du partenariat public-privé. Le point de cette rencontre dans ce 13h. Après 12 ans de service en Côte d'Ivoire, la Licorne remplacée par les forces françaises depuis hier, c'est un nouveau dispositif à vocation continentale. En Afrique de l'Ouest, net ralentissement de la progression d'Ebola selon l'OMS. Bonjour à tous. Direction le Maroc, où plus de 24 conventions ont été signées au terme du Forum économique ivoiro-marocain. L'une d'entre elles est appelée Mémorandum d'entente pour le renforcement du partenariat économique. Plus de 500 chefs d'entreprise étaient à ce rendez-vous de Marrakech. La synthèse avec Jérôme Kofi Aboulin. Pour une dynamique de coémergence en marche, c'est sous ce vocable que s'est tenu pendant 2 jours à Marrakech le Forum économique ivoiro-marocain. Cette rencontre, organisée dans le cadre de la visite officielle du président de la République, Alassane Ouattara, au Maroc, s'est donnée pour objectif de contribuer à l'amélioration du climat d'affaires entre les deux pays. La fin des travaux menés par des opérateurs économiques ivoiriens et marocains a été coprésidée par le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara. À l'occasion de cette cérémonie de clôture, la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc a indiqué que c'est ensemble, parlant des deux parties ivoiriennes et marocaines, que les peuples respectifs pourraient mieux faire face aux nombreux défis. À l'heure où toutes les régions du monde s'organisent en espace intégré, notre continent doit continuer d'agir et de s'inscrire dans cette tendance. Comme le dit le proverbe africain, le fleuve prend des détours quand il ne trouve personne pour lui montrer son chemin. Majesté, Monsieur le Président, votre engagement pour l'Afrique nous indique la voie, celle de l'espoir et du progrès. Et nous sommes décidés, Marocains et Ivoiriens, à relever les défis ensemble. Même son de cloche pour le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Jean Kakou Diagou a souhaité pour le succès de la coopération voulue par les deux pays un partenariat équilibré. Si nous souhaitons que cette coopération gagne en efficacité et en crédibilité aux yeux de nos peuples, il faudrait que nous le pensions sous forme de partenariat équilibré gagnant-gagnant sur le plan capitalistique et aussi sur le plan de l'utilisation des ressources humaines. Nous pensons donc que des actions en faveur de mécanismes d'incitation pour les investisseurs soient prises pour permettre un rééquilibrage de la situation actuelle entre les secteurs d'affaires marocains et ivoiriens. Dans son discours de fin de travaux, le président de la République, Alassane Ouattara, a réaffirmé la détermination les caractérisant, lui et le roi du Maroc, pour une coopération bilatérale prometteuse. Les liens d'amitié et de confiance que nous avons su tisser ont donné une dimension particulière à un partenariat fécond entre nos deux pays dans tous les domaines. Cette vision, c'est d'aller le plus loin possible dans la coopération entre nos deux peuples qui s'apprécient et défendent les mêmes valeurs de solidarité et de fraternité. Le présent forum se tient à une période charnière du développement des relations entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire. En effet, Sa Majesté le roi Mohamed VI et moi-même sommes déterminés à réaliser l'essor de nos pays respectifs et à renforcer davantage les liens de fraternité, d'amitié et de solidarité entre nos deux peuples. L'issue des travaux du forum a été marquée par la signature de 24 conventions, dont l'une intitulée « Mémorandum d'entente pour le renforcement du partenariat économique et favorisant l'émergence d'acteurs économiques régionaux ». S'agissant de la visite officielle du président de la République de Côte d'Ivoire au Maroc, elle a été l'objet d'un communiqué conjoint co-signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays.
En marge de ce forum, le président Alassane Ouattara a eu plusieurs audiences avec les personnalités marocaines. Les échanges ont porté sur les bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Jérôme Kofi Aboulé. Mercredi 21 janvier 2015, deuxième étape de la visite officielle du président Alassane Ouattara au Maroc. Le président de la République a consacré la matinée à des échanges avec des personnalités marocaines. La première personnalité reçue par le chef de l'État est le Premier ministre du Maroc. On a parlé d'un tas de choses. D'abord de l'amélioration du contexte économique dans lequel les deux pays sont en train d'évoluer. Les choses vont très bien pour la Côte d'Ivoire, vont bien pour le Maroc. La coopération est appelée à grandir, surtout dans le domaine géré par le privé. Et sur le plan politique, tout marche très bien. Après le Premier ministre, c'est le président de la Chambre des représentants qui a échangé avec le président de la République. Il a été essentiellement question des relations entre les parlements des deux pays. On a discuté des relations parlementaires entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Bien sûr, nous avons passé en revue l'expérience démocratique marocaine et l'expérience démocratique ivoirienne. Nous sommes satisfaits des relations qui lient le Parlement du Maroc avec le Parlement ivoirien. La troisième personnalité reçue par le président Alassane Ouattara est le président de la Chambre des conseillers. À l'instar du président de la Chambre des représentants, il s'est entretenu avec le chef de l'État sur les relations parlementaires des deux pays. Des relations sud-sud entre le Maroc et ses racines africaines pour affronter d'un commun accord les défis, les nouvelles générations de défis de demain, notamment les défis sécuritaires, les défis de l'emploi, les défis culturels, et comment ensemble le Parlement marocain et le Parlement ivoirien peuvent travailler ensemble, aussi bien dans les forats internationaux que de façon bilatérale, pour apporter leur contribution à cette nouvelle dynamique insufflée par Sa Majesté le roi Mohamed VI Abdelaziz et son Excellence le président Alassane Ouattara. La quatrième et dernière personnalité reçue par le président Alassane Ouattara est militaire. Il s'agit du général de corps d'armée Bouchaïb Haroub. Le général Bouchaïb Haroub est inspecteur général des phares, entendez les forces armées royales. Nul doute que les échanges entre lui et le président de la République ont porté sur des questions militaires. Le Premier ministre, lui, représente le chef de l'État à la 45e édition du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Ce matin, Daniel Kablan-Duncan a pris part à un important atelier sur les stratégies de compétition sur le marché international. Et nous sommes en direct avec notre envoyé spécial Alexis Ouedraogo. Bonjour Alexis. Bonjour, deuxième journée pour la 45e édition du Forum économique mondial ce jeudi à Davos ici en Suisse. Le chef du gouvernement participe à un atelier autour du thème stratégie de compétition dans le nouveau contexte mondial. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire de trouver les recettes pour l'émergence à atteindre en 2020. Le chef du gouvernement entend trouver la place de la Côte d'Ivoire dans les nouvelles dispositions internationales, surtout en matière de partenariat public-privé. Il faut rappeler que la centrale thermique d'Azito est l'un des succès d'une rencontre de Davos. Le chef du gouvernement entend donc réitérer l'exploit. Pour l'après-midi, Daniel Kablan-Duncan aura plusieurs séances de travail avec des groupes d'affaires européens. Des audiences privées sont attendues pour la fin de journée. Merci Alexis pour toutes ces informations. Le Premier ministre à la rencontre donc d'investisseurs privés au Forum économique mondial de Davos en Suisse. Forum qui devrait permettre à la Côte d'Ivoire de renforcer ses liens avec ses partenaires économiques pour l'émergence en 2020. On retrouve notre envoyé spécial. 7 heures ce mercredi, le chef du gouvernement ivoirien est à Zurich en Suisse. 2 heures de route à travers les Alpes, il est accueilli à Davos, la célèbre station de sport d'hiver qui reçoit cette semaine tous les décideurs de la planète. C'est ici que 3 jours durant se tient la 45e édition du Forum économique mondial. Thème choisi, nouveau contexte mondial. La rencontre réunit plus de 2500 participants dont des chefs d'État et des responsables d'importantes multinationales. L'occasion pour la Côte d'Ivoire de côtoyer des partenaires économiques potentiels. Et ce qui nous intéresse, nous particulièrement ici au niveau donc, de Davos, c'est
le secteur privé international. C'est essentiel de pouvoir rencontrer les entreprises et disons que vendre la Côte d'Ivoire et les amener à investir lourdement au niveau de la Côte d'Ivoire. La centrale électrique d'Azito à Yopougon est d'ailleurs l'un des succès d'une rencontre de Davos et le Premier ministre compte bien susciter de nouveaux partenariats. Parce que côtoyer les gens qui ont réussi, les pays qui ont atteint des niveaux de développement, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça permet de voir un peu les voies qui permettent d'arriver vers l'émergence. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de pays asiatiques ici. Vous allez en rencontrer beaucoup et ils ont vu la voie qui les amène vers l'émergence déjà. Nous aussi, on veut le faire. Et l'Afrique, vous allez avoir de plus en plus d'Africains qui participent donc à ces rencontres. On veut trouver les bonnes voies pour aller vers, disons que, l'émergence. L'Afrique n'est pas condamnée à être pauvre. En début d'après-midi, Daneka Bondinkan a en marge du forum accordé 2 audiences. La première à Hassan El Ouri, PDG du groupe NAS, National Aviation Service, qui vient de signer le contrat de gestion du handling au service d'escale de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Un groupe français de financiers aussi a été rencontré. Il entend renforcer sa coopération avec le pays. Ce soir, le chef du gouvernement est l'invité du dîner privé du forum. En Côte d'Ivoire, les études sur les petites et moyennes entreprises révèlent que plus de 70% accèdent difficilement au financement. De plus, les produits proposés par les banques sont inadaptés. Au regard de ce diagnostic, le comité de concertation État-secteur privé a décidé d'examiner cette problématique. Les précisions de Lassina Bakayoko et Sylvie Touré. Il s'agit pour l'État de créer les conditions de relance de son économie en liaison avec le secteur privé en favorisant l'accroissement des investissements productifs. L'accès aux services financiers est restreint pour l'ensemble des acteurs économiques, à l'exception des grandes entreprises exportatrices et des filiales de sociétés internationales. Pour parvenir à une contribution optimale dans la réalisation de cet objectif, les entrepreneurs et les pouvoirs publics ont convenu de la nécessité de lever un certain nombre d'entraves liées à l'accès au financement. Le focus a en effet mis en lumière les contraintes des opérateurs économiques, principalement ceux opérant dans les petites et moyennes entreprises. Tous les secteurs sont concernés, l'agriculture, l'industrie, le commerce, les services, l'artisanat, etc. Face aux enjeux, le gouvernement privilégie l'option de l'inclusion financière à travers une mobilisation plus accrue de l'épargne nationale. Une orientation que le secteur privé accueille avec enthousiasme. Grâce à ce comité de concertation, État-secteur privé, les deux entités se parlent et s'entendent. Le secteur privé est engagé dans le sens d'un véritable partenariat avec l'État, à contribuer non seulement à la réflexion, mais aussi à toute initiative allant dans le sens de l'émergence d'un secteur privé fort, gage du développement de notre pays. Une effervescence qui prendra tout son sens lorsqu'un instrument d'appui sera créé pour faciliter la mise à disposition des fonds. En politique, l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, lance ses activités à Divo. Le président de l'Union, Albert Mabritoakes, en a profité pour inviter les militants à se mobiliser pour soutenir la candidature du chef de l'État. Reportage Honorine Ngouri. udpci-yolo@gmail.com, c'est le site de la boîte électronique du cybercafé du siège de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, dont les activités ont été lancées par Albert Mabritoakes, le président de l'UDPCI récemment à Divo. La bibliothèque du siège porte le nom de l'épouse du président de l'UDPCI. Je pense que c'est un acte encouragé et dans les jours à venir, j'apporterai ma part de participation pour aider les enfants, pour aider les jeunes de la région à pouvoir avoir quelque chose de plus dans leur éducation et dans les différents savoirs dont ils auront besoin. Quant au président de l'UDPCI, Albert Mabritoakes, il a traduit sa reconnaissance aux militants de l'UDPCI de Divo pour le travail abattu. Il les a invités à soutenir à 100% la candidature du président Alassane Ouattara pour la présidentielle de 2015. Vous avez innové dans ce siège à travers notamment la bibliothèque. La bibliothèque qui porte le nom de mon épouse. Elle se joint à moi
pour vous dire merci. Donc le parti met cet instrument à la disposition des populations de Divo et c'est une bonne chose. Vous avez reçu ici Madame Mabri, accompagnée du secrétaire général du parti, pour dire votre soutien au président Alassane Ouattara. Il faut qu'à Divo, on le démontre effectivement en réservant 100% d'élections au président Alassane Ouattara à l'occasion de l'élection d'octobre prochain. À cette occasion, Yao Kouadio, responsable du secrétariat régional, a fait part de son ambition de faire de ce secrétariat le bastion de l'UDPCI, du GO et du Lodi. Dans l'actualité judiciaire, une cinquantaine de détenus de la crise post-électorale libérés. C'est une liberté provisoire. La justice a aussi ordonné le déchet des avoirs de 31 personnalités pro Gbagbo, dont Pascal Affinguessan, Anne Tchele, Benzaoui, Odette Sowe, Ouattara Nyonzie, Paul Dokuy, Bonnie Claverie et Atebi Williams et Angèle Nyonsoa. Au chapitre défense, l'opération Licorne cède la place à la force française en Côte d'Ivoire. La mission de la force Licorne en Côte d'Ivoire a officiellement pris fin hier après 12 années d'activité. Elle est désormais remplacée par les forces françaises en Côte d'Ivoire. Ces forces vont servir de base pour les opérations de la France en Afrique de l'Ouest. Les explications de Michel Digré. De 2002 à 2014, 85 000 soldats français de la force Licorne ont foulé le sol ivoirien. L'objectif premier, assurer la sécurité des ressortissants français au lendemain d'une tentative de coup d'État. La mission s'est ensuite étendue au contrôle du cessez-le-feu résultant des accords de Marc VI et à un appui des troupes onusiennes en Côte d'Ivoire. 27 soldats français y ont laissé leur vie. Nous ne les oublions pas. Ils sont morts pour la France et pour la Côte d'Ivoire. Tout au long de ces années, notre dispositif s'est continuellement adapté à l'évolution de la situation. Nos armées françaises ont apporté un soutien déterminant au processus de réconciliation nationale et à la paix dans ce grand pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est notre honneur. La situation est désormais normalisée. C'est notre fierté. Aujourd'hui, la force Licorne laisse la place aux forces françaises en République de Côte d'Ivoire. Changement des insignes des soldats pour marquer le passage de la force Licorne aux forces françaises en Côte d'Ivoire. L'objectif des forces françaises en Côte d'Ivoire, c'est de disposer d'un réservoir de force et d'aider aux opérations françaises qui sont menées en Afrique. Donc c'est plus une force qui est sur la Côte d'Ivoire, mais c'est une force au bénéfice des opérations militaires françaises dans la sous-région. Ainsi s'ouvre une nouvelle page de la coopération militaire entre les deux pays. La force Licorne a eu un rôle essentiel, déterminant et efficace en Côte d'Ivoire. Et le gouvernement a tenu, à travers notre présence, à exprimer notre gratitude, notre reconnaissance à tous ces soldats qui sont venus loin de leur patrie, apporter leur contribution à la paix en Côte d'Ivoire. Voilà le sens de notre présence et ensuite ça a été une très belle cérémonie. Souhaitons donc la bienvenue aux forces françaises en Côte d'Ivoire qui elles aussi auront une mission de coopération efficace avec nos forces dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité en Côte d'Ivoire. La coopération ne sera pas que militaire, elle sera aussi culturelle. Cette vision du commandant des forces françaises en Côte d'Ivoire a été matérialisée par la signature d'un protocole d'accord avec le fer de lance de la musique ivoirienne, le groupe Magic System. Et puis le sport pour rassembler les militaires. En prélude au bal des armées, plus d'1 million de militaires issus des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des forces paramilitaires, de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire et des forces françaises ont pris part à une journée de cohésion sociale par le sport, les temps forts avec Hamza Djabi.
6h45 ce mardi, place d'armes de l'état-major général des FRCI. Toutes les forces sont présentes, toutes sont prêtes à prendre part au footing de cohésion, un moyen de raffermissement des liens de fraternité et de cohésion au sein des FRCI d'une part, et le renforcement de la fraternité entre les FRCI, la gendarmerie, la police nationale, les forces paramilitaires et les forces impartiales d'autre part. Le circuit, 4 km à travers le plateau, bien sûr, au rythme des champs militaires. Il n'y a pas eu que le footing ce mardi. D'autres compétitions sportives ont été enregistrées, notamment le volleyball et le football. Ce sera ainsi pendant 5 jours. Il s'agit d'abord de montrer la cohésion qui a existé entre toutes ces forces durant l'année écoulée, l'année passée, 2014. Il s'agit de travailler la main dans la main, faire en sorte que tous unis, nous puissions exécuter notre mission, qui est bien sûr garantir la sécurité à nos populations. Une innovation cette année, le bal des armées, qui est à sa première édition, sera désormais instauré dans les activités majeures des FRCI chaque année. Prévu pour le samedi prochain à 21h, il verra la participation des autres forces nationales, des forces impartiales et d'imminentes personnalités. À l'issue de cette première journée, l'état-major général des FRCI se félicite d'avoir remporté le challenge de rapprocher par le sport, facteur de bien-être et d'union, toutes les forces, terre, air, mer, qui la composent. Et en santé, une séance de formation et de sensibilisation sur Ebola a été initiée par la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire au profit de ses membres. Objectif, faire connaître cette maladie, son mode de contamination et les précautions à prendre pour l'éviter. Reportage Emmanuel Niamé. C'est dans les zones rurales que la fièvre hémorragique à virus Ebola a fait le plus de victimes dans les pays touchés par cette maladie. En initiant cette séance de formation et de sensibilisation sur cette pandémie au profit de ses membres, la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire veut les impliquer dans la lutte contre cette maladie. Selon son président, les agriculteurs étant en majorité dans les zones rurales, il est important de les faire comprendre que cette maladie est une réalité et les amener à changer leurs habitudes alimentaires et sociales. Nous avons organisé donc cet atelier qui est sa 5e édition pour sensibiliser nos ressortissants, pour les informer, pour leur dire que la maladie n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une fatalité non plus. Il y a des attitudes à avoir, il y a des comportements à changer. Et si on fait l'effort de changer ces comportements, ces habitudes, on peut éviter la maladie. Les agriculteurs venus nombreux participer à cette séance de formation et d'information se disent satisfaits des informations reçues. Ils s'engagent à servir des relais auprès de leurs différentes communautés. Le virus d'Ebola est réel. J'ai pris conscience de la réalité de ce virus-là. Et à la base, nous ferons la restitution pour que tout le monde puisse prendre conscience. Il y en a qui continuent aujourd'hui de manger de la viande de brousse pensant que c'est de la publicité. Je demande à tous les paysans, par la voix de la Chambre de l'agriculture, de vraiment arrêter de manger de la viande de brousse. L'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola a fait au 5 janvier 2015 8153 morts sur 20 656 personnes contaminées en Afrique de l'Ouest selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Et toujours dans le domaine de la santé en Afrique de l'Ouest, la progression d'Ebola connaît un net ralentissement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, les 3 pays les plus touchés, annonce faite hier à Genève par l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'OMS, ces pays sont désormais suffisamment bien équipés pour faire face à l'épidémie. Précisons que la Côte d'Ivoire n'enregistre aucun cas pour le moment. Plus de 5000 cas de grossesse en milieu scolaire au cours de l'année 2013-2014. Et puis chaque année, 100 à 140 millions de femmes sont excisées dans le monde. Des situations qui interpellent la Fondation Djigui qui a lancé une campagne de sensibilisation sur les violences faites aux filles, les grossesses en milieu scolaire et les mutilations génitales féminines. L'étape de Grand Bassam avec Ami Koulibaly. 5 jeunes filles du premier cycle ont contracté une grossesse cette année dans les lycées modernes 1 et 2 de Grand Bassam. L'année dernière, ce sont 15 cas de grossesse qui ont été signalés dans ces mêmes lycées. Une situation contre laquelle s'insurgent responsables et élèves des dits établissements. C'était fléau.
comme le sida, parce que ça détruit considérablement et silencieusement nos jeunes filles. Un homme, ça ne passe pas. Tu vas avoir ton diplôme, tu vas avoir ton brevet, tu peux te marier, tu peux avoir tes enfants. Donc c'est pas la peine de venir tomber enceinte maintenant, mettre des études en suspens. Les mutilations génitales féminines et les violences faites aux filles sont des fléaux qui minent aussi le quotidien des Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, 38% des femmes de 15 à 49 ans sont excisées et plus de 2 viols et 3 incidents de violence domestique sont pris en charge par 43 plateformes. Pour endiguer ces phénomènes, la Fondation Djigui La Grande Espérance et l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire conjuguent leurs forces. Nous avons formé des pères éducateurs qui, eux, à leur tour, au niveau des Bassam, seront régulièrement à l'école, seront régulièrement auprès des enseignants. L'ambassade du Canada, à travers le Fonds canadien d'initiative locale, finance une partie des frais générés par ce projet. Pour la Fondation Djigui La Grande Espérance, étudier sans grossesse, c'est possible, et mettre fin à l'excision ne remet pas en cause la coutume. C'est pourquoi elle met les bouchées doubles pour interpeller la population sur les conséquences de ces fléaux. La campagne de sensibilisation va prendre fin le 20 février prochain. Des acteurs, des organes de presse formés sur les concepts de l'emploi. Formation initiée par l'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi. L'AGEP veut aider les journalistes à mieux se familiariser avec ces concepts afin de produire des articles de qualité sur le sujet de l'emploi en Côte d'Ivoire. Reportage Emmanuel. Une journée pour permettre aux journalistes de se familiariser avec les concepts d'emploi. L'initiative est de l'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi. Elle vise à donner aux acteurs de la presse les moyens de mieux apprécier le marché du travail en Côte d'Ivoire et aider l'AGEP à diffuser l'information juste sur le marché du travail. Selon le directeur général de l'AGEP et le représentant du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, les statistiques communiquées ça et là et les sources à qui elles sont associées divergent selon l'organe de presse. Il s'agit donc, à travers cette formation, de donner les rudiments nécessaires afin de permettre aux hommes des médias de s'accorder sur le niveau de ces indicateurs dans leurs articles. Si les acteurs de la presse maîtrisent le vocabulaire des statistiques, cela leur permettra de véhiculer le message exact. De ce fait, la question de l'urgence et de la nécessité de renforcer les capacités dans la maîtrise des indicateurs d'analyse du marché du travail s'avère indispensable. Il est évident que quelle que soit la qualité du travail que vous faites, quels que soient les objectifs que vous vous assignez, s'il est mal rendu par la presse, cela pourrait être contre-productif. Portée et intérêt de l'information sur le marché du travail, modalité de réalisation de l'enquête emploi et résultats de l'enquête emploi 2013 ont constitué les modules de cette formation. On a retenu qu'en matière de réalisation d'enquête sur le marché du travail, il y a différents indicateurs qui rentrent en compte. Ce n'est pas forcément le taux de chômage. Je pense que nous avons aujourd'hui des outils nécessaires pour écrire, de faire de bons dossiers, de bonnes enquêtes, de bons comptes rendus sur le marché de l'emploi, de savoir qui est au chômage, qui est sous emploi et qui est en activité. Cette initiative, selon le directeur général de l'AGEP, n'est que le début d'un partenariat. Philippe Ndri précise que d'autres formations seront initiées au profit des journalistes afin de leur permettre d'être au même niveau d'information. Les 11 enquêteurs de l'opération Une parcelle DVA, un certificat foncier, sont désormais opérationnels. Ils ont reçu des équipements électroniques pour un meilleur exercice de leur mission. Le projet prévoit la mise sur le terrain de 400 enquêteurs pour la délivrance de 120 000 certificats fonciers d'ici à fin 2015. Noël Nyagno pour plus de détails. Sécurisation du foncier rural. L'opération entre dans la phase active dès la semaine prochaine avec le Une parcelle DVA, un certificat foncier. Pour ce faire, les 11 commissaires enquêteurs formés ont reçu leur kit de travail pour exercer leur mission dans les conditions optimales. Il s'agit de smartphones fabriqués sur mesure pour recueillir toutes les données statistiques et géoréférencées, des chargeurs à grande autonomie, de clés USB pour sauvegarder les informations. Informations vérifiables en temps réel par les préfets et sous-préfets, les géomètres et géomètres experts, la cellule informatique du partenaire technique, tous intervenant dans la délivrance du certificat foncier.
Témoin de la remise de ces kits de travail, les producteurs d'EVA de la région d'Abosso, le corps préfectoral, les représentants du ministère de l'Agriculture et ceux du partenaire technique du projet, une parcelle d'EVA, un certificat foncier. Les avantages, gain de temps et de coûts. Nous baissons le coût à près de 60%. Et à côté de ça, on permet au planteur d'avoir son certificat foncier dans un délai très raisonnable. Et par ailleurs, nous lui donnons la traçabilité de son dossier à chaque fois qu'il quitte une étape pour une autre. Pour l'année 2015, il est prévu la remise de 5000 certificats fonciers d'ici à 6 mois. Le projet prévoit à terme la remise de 120 000 certificats fonciers. C'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.